Bien, si vous en êtes d'accord, on va reprendre avec nos 4 intervenants à cette table ronde qui poursuit nos échanges. Et je vais appeler tout de suite Philippe Pelletier, s'il veut bien nous rejoindre, avec à ses côtés Julien Hans, directeur énergie-environnement du CSTB, donc Philippe Pelletier, Julien Hans, Hélène Pulse, en charge de l'analyse stratégique senior à EDF, et Laurent Rosset, DGA Stratégie Innovation de AIA Life Designer. Et donc le thème de notre table ronde est de faire un point de là où on en est. Peut-être qu'on n'a pas encore suffisamment creusé, on a échangé dans les allées, on a eu une intervention brillante tout à l'heure de Julien Hans sur l'ARE 2020. Et on va continuer un peu à creuser le fil avec peut-être une interrogation, c'est est-ce que les professionnels sont prêts? Mais avant d'arriver à cette question, l'ARE 2020 fait suite de l'ART 2012, vous l'avez dit tout à l'heure, et était intégré déjà dans le Grenelle de l'environnement. Et à un moment, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que dès l'ART 2012, on n'a pas intégré la question du carbone? Est-ce que ça n'arrive pas un peu tard? Là, maintenant, on est en précipitation pour préparer 2050, alors que si on avait fait ça il y a 10 ans, eh bien, on aurait eu 10 ans de plus. Il y a 10 ans, les ordres de grandeur des bâtiments neufs n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est parce qu'on a eu une réglementation thermique qui a proposé d'avoir des performances énergétiques en exploitation assez redoutables que la question du contenu carbone des produits de construction est venue émerger dans le bilan global. Donc il ne faut rien regretter, on n'a pas perdu de temps dans notre capacité à faire des bâtiments avec des basses consommations énergétiques. Il était en revanche pile poil temps d'intégrer les produits de construction. Mais vous voyez bien les questions qui ont été abordées tout à l'heure. Pourquoi je n'ai pas des FDES sur tous les produits de construction dès aujourd'hui? Ce qui permet d'ouvrir aussi le champ à est-ce qu'on est prêt? Sur ce que propose la RE 2020 en prolongation des consommations d'énergie, je crois que les anges sont prêts, les technologies existent, le sujet est connu, on demande de faire mieux. Je crois que les gens s'y sont préparés depuis longtemps et on voit des projets E3, C1, donc voilà, les gens savent faire, je crois que c'est une continuité. Est-ce que les gens sont prêts sur le carbone? Je crois qu'il faut regarder segment par segment. Certains aujourd'hui, maîtres d'ouvrage, vont sans doute découvrir cette notion de carbone incorporée dans les produits. Ceux-là vont être moins prêts que les autres. Est-ce qu'ils sont vraiment en retard? Ils vont aller se former, ils vont comprendre, ils vont faire le premier calcul, ils vont ouvrir les yeux, ils vont se rendre compte qu'ils passent les seuils ric-rac et qu'en faisant un petit effort, ça rentre. Donc oui, les acteurs sont prêts. Et en même temps, du côté des industriels, ça a été dit assez clairement aujourd'hui, il y a des données environnementales. Donc ça bouche les trous, ça permet d'avancer, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais au 1er janvier 2022, il y a vraiment un seuil, parce que moi j'avais l'impression qu'en fait, 1er janvier 2022, ce qu'il fallait faire sur le carbone, c'était calculer. Mais est-ce qu'il y a vraiment un seuil déjà dès maintenant et il y a des projets qui ne pourront pas être approuvés? Oui, il y a des seuils qui sont dès le 1er janvier, mais ces seuils-là sont atteignables. Donc il y aura relativement peu de mauvaises surprises. Tout à l'heure, Laurent Rosset, on entendait des intervenants dire que cette RE 2020 vient révolutionner la construction. Vous êtes en charge de la stratégie d'un grand cabinet d'architecture et d'ingénierie. Vous avez l'impression qu'on est dans la révolution, là? Oui, complètement. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'architectes dans la salle. Si on faisait la question chocolat, qui est architecte dans la salle? Pouvez-vous lever la main? Architectes, ça y est, il faut qu'ils se reconnaissent. Voilà. C'est bien, il y en a déjà quelques-uns. Mais je pense que le jour où la profession va comprendre la révolution conceptuelle que représente la RE 2020, parce que, comme disait Julien, c'est un premier cliquet finalement, ce carbone. On va voir que ça va entraîner beaucoup d'autres considérations qui sont, pour moi, vraiment dans le domaine de la conception globale, architecturale et globale. Et il faut absolument que les architectes soient en majoritaire ou à équivalence avec les ingénieurs dans une salle comme ici, parce que on va voir que non seulement nous rendre curieux sur le carbone. Je vais vous donner juste un exemple. Un exemple très simple, que tout le monde va comprendre. On parle du biosourcé, des géosourcés. Si vous prenez par exemple la pierre massive, qui est un matériau sur lequel on commence à se dire c'est assez intéressant la pierre massive. Elle est peu transformée, on a beaucoup de carrières de calcaire en France très exploitables. La pierre dans les villes, elle est recyclable à l'infini. La façon dont on la construisait les villes dans le passé avec de la chaux de Saint-Astier qui colle les pierres. Quand vous commencez à être curieux, ça a été mon cas. Au fait, c'est quoi le contenu carbone d'une pierre massive? Et là, on se rend compte que un voile de béton d'1 mètre, ça émet 40 kg.
Un mètre carré de voile béton, c'est 40 kg. La pierre, c'est 20. On divise par 2. Le bois, c'est 10. On divise par 4. Mais déjà, diviser par 2, c'est pas mal. Mais quand vous creusez, vous dites, OK, dans les 20, c'est quoi? Il y en a 10, c'est la pierre. Il y en a 5, c'est la façon dont on la met en œuvre. Et là, moi, je milite aussi pour que les bureaux de contrôle viennent dans ce genre d'événement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de bureaux de contrôle, mais aujourd'hui, figurez-vous, on construit en pierre massive en utilisant les techniques qu'on met pour les parpaings. Alors qu'on a des siècles d'histoire avec de la pierre qu'on a simplement collée à la chaux et contenu une vingtaine de séismes. D'accord ? Voilà. L'addition n'est pas terminée. Donc, voilà. Donc il y a 5 kilos qui sont sur la mise en œuvre. Et après, c'est le transport. Donc là, c'est 5. Ouais, c'est 0,05 par kilomètre. 0,05 par kilomètre. Si vous faites 100 km, vous rajoutez 5 kilos. Si vous faites 1000 km avec la pierre, vous rajoutez 50 kilos. 50 kilos plus les 15 d'avant, c'est 65, vous êtes nettement au-dessus du béton. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous questionne sur la ressource, sur le chantier d'origine locale. Moi, j'appelle ça les chantiers AOC. Vous voyez, c'est le petit truc comme le vin, comme ça on y pense. Et en fait, je dis ça pour les architectes. Ça nous fait repenser totalement, finalement, même le sens de construire, avec qui on construit, s'intéresser à la matière, comme dit McNamara, le Pritzker, qui dit qu'il faut s'intéresser à la matière qu'on utilise. Voilà. Et ce champ-là, déjà, est énorme. Après, on peut en parler aussi, mais il ouvre derrière tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'une fois qu'on a commencé à calculer, en se disant, tiens, on va regarder ce qu'il y a derrière, on va s'intéresser à l'air, l'eutrophisation de l'eau, et puis on va aller chercher forcément quoi? L'économie circulaire. Et demain, la préoccupation numéro 1 des Français, post-Covid, la santé. Parce qu'en fait, au bout du compte, c'est la santé des gens dans les villes ou dans les campagnes. Et ça, ce sont des préoccupations de concepteurs, d'architectes. Et c'est ça, cette révolution. Elle nous fait penser, finalement, de façon holistique. Peut-être même c'est compliqué avec un cerveau humain, un seul. Ça va être très collectif. On va avoir besoin de beaucoup de partenaires pour faire ça. Peut-être un peu d'intelligence artificielle aussi, hein, parce que je peux vous dire que pour faire des choix avisés, moi je rencontre des maîtres d'ouvrage, Philippe, il va comprendre ce que je dis, qui me disent, mais Rossé, mais comment on fait? Nous, aujourd'hui, on a des administrés qui nous questionnent sur les projets qu'on est en train de lancer. On ne sait pas si on fait des gros, par rapport à la nouvelle RE, parce qu'ils sont ouverts les chakras, on ne sait pas si on fait des erreurs pour le siècle qui vient. Et on n'a même pas le temps de les faire. On va être rattrapé par le gong. Donc, ils nous disent, aidez-nous dans cette approche globale. Nous, on n'est pas des professionnels. Professionnels, pour moi, c'est les architectes et les ingénieurs, voilà. Et puis, toute la profession. Et il faut qu'on arrive à simplifier ce problème pour donner des orientations claires, nettes et très précises scientifiquement. Là, j'insiste. Il va falloir qu'on lève le voile sur certaines choses. Juste une dernière remarque par rapport à ça. Vous allez voir, si vous êtes curieux sur les FDES, les composants des matériaux, mais le diable est dans les détails. Parce qu'un granulat, aujourd'hui, par exemple, dans le béton, si on dit, OK, ça m'arrange, je le prends à 50 km parce que ma centrale à béton, elle est là, et je mets ça dans mon calcul, et tout le monde fait pareil, c'est oublier qu'il y a une pénurie de granulats qui arrive. Et que le granulat, par exemple, je prends l'exemple du béton, j'ai rien contre le béton, je suis ingénieur structure au départ. Mais plus le granulat il va être en pénurie, plus il va venir de loin. Donc plus la F2S sera fausse. Donc plus il va falloir être transparent si on ne va pas non plus conseiller des gens qui nous disent on ne sait plus comment faire et les conseiller en étant mal avisés parce qu'on n'a pas fait des calculs précis. Donc la composition, le transport, voilà, le diable est dans les détails. Mais une fois qu'on aura bien regardé ça, et je pense que dans 10 ans on se dira finalement c'était faisable, parce que c'est franchement voilà. Sincèrement, on ne construira plus pareil. D'ailleurs, on construira moins. Et quand on réhabilitera de façon très intelligente, je pense. Enfin, plus intelligence. Alors, avec votre intervention, on a regardé un petit peu la première phase du bilan carbone, l'analyse de cycle de vie du bâtiment. Puis il y a aussi, après, toute sa consommation et tous les besoins énergétiques pendant sa vie. Alors, on a avec nous un représentant d'EDF. Et vous allez me permettre une question un peu provocatrice, parce qu'on l'entend dans les allées. On se dit, l'ART 2012, c'était une autre énergie qui avait gagné la partie, et là, cette fois-ci, c'est EDF ou l'électricité qui a gagné la partie. C'est un peu comme ça que vous le voyez aussi? Alors, je ne le formulerai pas en ces termes. Je dirais que c'est plus un changement de paradigme. Alors, ça a été dit, mais après plusieurs décennies, justement, de réglementation thermique, la RE 2020 devient une réglementation environnementale.
en reconnaissant les énergies bas carbone. Alors oui, parmi elles, l'électricité, qui peut être utilisée notamment par des pompes à chaleur, et il y a un certain nombre d'exemples qui sont présents sur les stands de ce salon, mais également le bois et les réseaux de chaleur qui sont alimentés de plus en plus par des énergies renouvelables et de récupération. Donc je dirais que c'est surtout et avant tout une avancée pour le climat, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et alors, je dirais, la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent, effectivement. Donc, les solutions existent pour permettre de respecter, de tenir les engagements qui ont été fixés, justement, dans la RE 2020. Donc, des solutions qui sont compatibles dès maintenant, dès 2022. Alors, je citerai effectivement l'exemple, notamment, des pompes à chaleur, qui sont aujourd'hui largement présentes en maison individuelle et qui vont continuer à progresser. Et pour le logement collectif, ces solutions, des solutions thermodynamiques aussi pour le chauffage, pour l'eau chaude sanitaire, existent aussi et commencent à être installées. Et donc, elles vont encore se développer d'ici à 2025. Et donc, l'autre point positif, c'est que la filière, aujourd'hui, les industriels, les professionnels sont prêts justement à relever ce défi de l'ARE 2020. Donc, ils ont su le faire ces dernières années, justement, pour répondre à la croissance des demandes, des ventes sur le marché du neuf et de la rénovation. Et donc, aujourd'hui, ils s'organisent pour répondre et mettre sur le marché des gammes de solutions très complètes, justement, pour répondre à toutes les configurations de bâtiments. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, effectivement, apportée à la fois par cette RE 2020 qui intègre cette dimension carbone qu'il va falloir apprendre, effectivement, qu'il va falloir apprendre à maîtriser, à apprivoiser. Et donc, tout l'enjeu des années à venir, ça va être justement de se familiariser et de mettre en œuvre les solutions bas carbone qui sont d'ores et déjà disponibles. Merci. Alors, on l'a vu, à chacune de ces réglementations, il y a ce label qui vient un peu donner la perspective du prochain. On a vu que la RT 2005, c'était le BBC, et le BBC est quand même très proche de la RT 2012. On a expérimenté E+C- pendant quelques années, pendant la RT 2012. Ce n'était pas vraiment un label, en définitive, mais c'était une expérimentation. Donc déjà, on a changé un peu le processus. Et là, Philippe Pelletier, je sais que vous êtes à la manœuvre, vous avez reçu une lettre de mission de la ministre pour créer ce label de la RE 2020. Est-ce qu'on revient plutôt sur un schéma comme la RT 2012 avec le BBC, ou plutôt un schéma expérimentation, ou encore autre chose qu'on est en train d'inventer ? Je sais pas ce qu'on est en train de faire, sauf que je sais que ce qu'on fait, c'est bien. Alors j'explique pourquoi c'est bien. Il y a dans la réglementation environnementale ces deux pieds principaux que sont la maîtrise de la consommation d'énergie, la maîtrise du poids carbone du bâtiment, et puis on y a associé un mieux certain sur le confort d'été, et on a commencé à s'intéresser aux questions de la circulation de l'air en faisant un contrôle accru de la ventilation. Ce paysage-là, il est déjà, comme Laurent l'a dit, quelque chose de puissant, quelque chose qui va transformer les pratiques, la ville, mettre les architectes au centre du jeu. Moi, j'en suis tout à fait convaincu, mais il ne rend pas pleinement compte de l'attente des habitants qui est somme toute de dire « moi, ce que je veux, c'est du bien-être en plus ». Et ce bien-être, il se trouve dans le confort d'été, il se trouve dans la qualité de l'air, il se trouve aussi dans la maîtrise des matériaux, le recours aux matériaux biosourcés, etc. Mais on a pensé, et je pense qu'on fait bien, que c'était la bonne occasion d'ouvrir le champ du possible et de prévoir que, en plus de la réglementation, il allait être possible à des maîtres d'ouvrage de venir choisir dans des thématiques qui ne sont pas saisies par la réglementation de quoi faire un bâtiment vraiment durable, vraiment bien inscrit dans son champ environnemental. C'est ça la démarche. C'est pas plus que ça. C'est déjà tout ça. Ça veut dire en clair que des sujets comme la biodiversité, comme
le lien du bâtiment à son environnement et au réseau qui l'entoure, comme la place territoire du bâtiment dans son territoire pour qu'il en épouse les formes, les usages et qu'il y prenne bien sa place, l'économie circulaire, etc. Cette thématique dont je vous épargne la liste seront proposées dans le label, permettant non pas que sur chacune de ces thématiques, on aille chercher tout de suite l'excellence, mais qu'on mette un premier pas dans chacune de ces thématiques ou dans certaines d'entre elles pour pouvoir bénéficier du label. Et ça, c'est un projet intelligent qui, en somme, vient compléter la réglementation environnementale, mais avec un programme très ouvert, très à la carte, et qui, encore une fois, se construira dans la durée, parce qu'un label, c'est pas figé. Un label, ça évolue dans le dialogue avec les utilisateurs du label, avec les nouveaux besoins qui font jour, une première marche sur des thématiques pour entrer dans la logique du label. À Energy Meeting Paris, il y a quelques semaines, pour parler un petit peu de l'ambiance et de la réception de ces premières démarches, la réception par les organisations professionnelles, vous faisiez une comparaison avec l'état d'esprit d'il y a 10 ans. Et vous disiez, mais il y a 10 ans, tout le monde, alors, ou ruait dans les brancards, ou avait quelque chose à redire. Et aujourd'hui, on avait, en tout cas à Energy Meeting Paris... J'avais dit cela, pas à propos du label, mais à propos de la réglementation environnementale, en disant mes cheveux blancs m'autorisent à avoir vu ce qui s'est passé au moment de la RT 2012, où j'ai entendu les mêmes craintes. Et je dois dire que ces craintes, c'était on ne saura pas faire, on n'y arrivera pas, vous allez trop vite, ça va coûter trop cher, etc. Ces craintes ont été assez largement déjouées par le talent des entreprises et de leur environnement qui ont su s'adapter à la nouvelle donne. Et j'observe que sur la réglementation environnementale, finalement, les craintes sont un cran en dessous. Ça veut dire qu'on est vraiment sur le bon chemin. Alors, et le label est construit avec... Sur le label, il y a des gens qui disent « mais c'est trop tôt, vous allez charger la barque ». Non, j'ai montré qu'on ouvre le champ. On ne charge pas la barque, on ouvre le champ du possible, ce qui est différent. Et on le fait d'une façon qui, jusqu'à présent, traduit un sans faute. Premièrement, une concertation grandeur nature où plein de gens ont répondu intelligemment et ont validé les premières orientations qu'on posait sur la table. Et deuxièmement, une concertation qui a embarqué toutes les associations et groupements porteurs de labels pour les mettre dans la danse et pour leur dire que c'était pas l'affaire de l'État, mais que c'était leur affaire de faire vivre ce label. Et on voit que le lien entre elles et le lien avec l'appareil administratif est en train de se nouer assez fort. Et il reste à ce que l'ensemble des sphères professionnelles soient embarquées dans le processus. C'est l'objet des prochaines semaines. Julien Hans, sur ce label, si on revient un peu sur la partie carbone, qui est une quand même des nouveautés de la Euro 2020, on a un seuil assez bas qui démarre. Et vous disiez tout à l'heure, normalement, le label devrait permettre à ceux qui veulent être ready, pour reprendre les mots de Philippe Nunes, ready 2030 ou ready 2050, de pouvoir le faire. Les premiers travaux du label vous permettent de penser qu'on aura ça, ces seuils un peu en avance? D'autant plus qu'on aura plus de liberté pour proposer des choses. Laurent, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit, mais si on est curieux et si on regarde, il y a plein de choses à faire. Toutes ne sont pas aujourd'hui en capacité d'être traitées par la Euro 2020 telle qu'elle est. Je vais utiliser des données par défaut. Alors forcément, je suis très très loin de l'analyse que tu fais, d'aller chercher les 5 kg de carbone restants sur le transport des granulats. Mais dans un contexte de label, bien sûr que les gens qui ont envie aujourd'hui, et sont super nombreux, à avoir envie de faire beaucoup mieux que ça sur le carbone, vont avoir l'opportunité, dans le menu proposé, comme l'évoque Philippe, d'aller chercher, de dire moi je vais aller chercher des éléments là-dessus, et que ces éléments-là montreront que c'est faisable dans une bonne temporalité, et donc permettront derrière de resserrer les seuils quand on saura qu'on peut s'y engager avec confiance. Et Hélène Pulse, du côté d'EDF, vous avez vu quelques manques ou quelques faiblesses ou quelques points sur lesquels on pourrait travailler, notamment par le label? Alors, je dirais,
Sur le label, effectivement, le principe est de se reposer effectivement sur le socle de la RE 2020, donc qui est effectivement essentiel, hein, donc c'est-à-dire un bâtiment sobre, effectivement en énergie, en carbone, qui reste agréable à vivre et accessible aussi à tous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce socle-là. Et sur la base de ce socle, effectivement, on peut explorer d'autres dimensions. Vous m'aviez parlé de mobilité électrique qui n'est pas intégrée pour le moment, la voilà. Façon de limiter la consommation d'eau. Exactement. Donc, ces autres dimensions, elles peuvent être effectivement abordées, je dirais, dès maintenant, hein, avec des outils, des solutions simples à mettre en œuvre, via, par exemple, le prééquipement effectivement, de bâtiments, hein, pour que demain, ils puissent accueillir des bornes de recharge, effectivement, de vélos ou de véhicules électriques. Sur la question de l'eau, effectivement, ces mêmes bâtiments pourraient être prééquipés également avec des dispositifs qui économisent l'eau ou qui retraitent les eaux de pluie. Enfin voilà, il y a plein de solutions, je dirais, et là je pense qu'on peut faire confiance effectivement à l'innovation et des acteurs pour déployer le plus tôt possible ces solutions avant de, effectivement, dans l'optique d'anticiper les futures réglementations. Le mot de la fin, Philippe Pelletier. Juste pour rassurer Hélène, pour lui dire qu'on l'a bien entendu, parmi les 7 thématiques qu'on a proposées au débat, l'eau est clairement posée. Et quand on a formulé le lien du bâtiment avec les réseaux, dans notre esprit, le sujet des mobilités était intégré. Donc oui, on va dans ce sens-là. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir nos différents intervenants. Et